ganas con pase millonario. Si tú ves a más bien tú sabes. À nous deux. Faites du bruit pour Guillaume Delay en première partie, mesdames et messieurs, du bruit pour lui. On va commencer ce spectacle par une petite histoire, ça vous va? Cette histoire, elle date de 1994. C'est le plus ancien souvenir que j'ai par rapport à l'argent. Cette année-là, moi j'ai 8 ans. Pour vous resituer un petit peu l'année, en 94, la musique numéro 1 en France, c'était Je danse le Mia de I Am. La numéro 2, c'était Hélène, je m'appelle Hélène de Hélène. Je peux pas expliquer ce qui s'est passé cette année-là. Moi j'ai 8 ans. Mes parents ils déménagent, donc je change d'école. Et quand t'es un enfant et tu changes d'école, t'es un petit peu anxieux parce que tu vas te faire de nouveaux copains. Et je me souviens très bien de cette rentrée des classes. J'arrive, je m'habille tout seul, je prépare mes affaires, je vais à l'école pour avoir de nouveaux copains. Récréation du matin, j'arrive dans l'école, personne veut jouer avec moi. La récréation du midi, je vais voir les autres enfants, personne veut jouer avec moi. La récréation de l'après-midi, personne veut jouer avec moi. Je comprends pas. Dans la cour de récréation, je vois un garçon qui est tout seul. Il est gros, il a beaucoup de morve. Mais il a d'avoir beaucoup de sagesse aussi. Je le vois, je fais, tu sais pourquoi personne veut jouer avec moi? Il me regarde des pieds de la tête comme ça, et il me fait. On joue pas avec toi parce que t'as l'air habillé comme un pauvre, et nous on joue pas avec les enfants qui sont habillés comme des pauvres, t'as pas de marque. Il me dit ça. Ça me fait mal au cœur. Je retourne chez moi le soir, je vais voir ma mère, je dis maman, pourquoi on est pauvre? Là elle me dit, demande à ton père. Je vais voir mon père, je dis papa, pourquoi on est pauvre? Mon père il est malin. Il a entendu que j'avais posé la question à ma mère. Il me regarde calmement, il me dit mon fils, assieds-toi. Déjà quand ça commence par assieds-toi, ça sent pas bon. Je m'assieds et mon père il me regarde calmement, il me dit tu sais mon fils, c'est faux. On n'est pas pauvre. On n'a juste pas d'argent. J'ai fait ah d'accord, c'est pas vrai, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'avais 8 ans, j'étais un enfant. J'ai pas compris le moment où mon père me l'a dit, j'étais trop jeune. Mais les années ont passé. Les années ont passé, j'ai grandi. Et un jour, je vous jure, j'ai eu un déclic. J'ai compris ce que mon père voulait me dire. Quand il a dit qu'on n'était pas pauvre, qu'on avait juste pas d'argent. Vous savez ce que ça m'a fait de comprendre cette phrase de mon père? Ça fait que dans ma vie, je ne suis plus jamais senti pauvre de toute ma vie. Par contre, j'ai toujours pas d'argent. Allez les pauvres, à nous deux. Commencez pas à faire les mythos, le spectacle il est gratuit, commencez pas à faire les menteurs. Il y aurait un tarif, il y aurait personne dans cette salle, commencez pas à faire les menteurs là. On est ensemble. Est-ce qu'il y a des millionnaires dans la salle? Comme ça on gagne un peu de temps. Il y a des millionnaires? Voilà, on est ensemble, je vous l'ai dit. Bon, on va parler d'argent, ça vous va? Ouais. Sujet tabou, hein. Première question que je me pose en écrivant ce spectacle. Est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est la première question que je me pose. Souvent quand les pauvres ils répondent ces phrases, ouais mais il y contribue. Ouais, j'ai compris la réponse de pauvre. Je me demande est-ce qu'il y a une vraie réponse à cette question. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Et je tombe sur une étude de Harvard de 500 pages qui explique que scientifiquement, j'ai lu en entière l'étude, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est intéressant ou pas? Bah bonne soirée, j'ai que ça à vous dire. Imagine, je me casse comme ça. Je lis l'étude, j'apprends plein de trucs et tout sur le lien entre argent et les gens. C'est hyper intéressant. Et à la fin de l'étude, je me rappelle d'un truc, je me dis, mais c'est intéressant quand même cette histoire. Mais c'est quand même marrant, non? Que ce soit Harvard qui dise ça. C'est jamais l'université de Yaoundé ou le BTS Saxo commercial de Saint-Denis, toi des genres d'écoles comme ça. C'est toujours Harvard qui dit des trucs pareils. C'est intéressant, mais en tout cas aux États-Unis au moins ils osent faire des études sur l'argent. En France, j'ai regardé, il y en a pas. C'est hyper tabou l'argent en France. On n'ose pas en parler. C'est tabou comme sujet. Tu gagnes combien? Il fait comme s'il n'entendait pas. Ça, il a fait là. Je comprends pas. Ça c'est la France, on n'ose pas. Il fait genre il a fait un AVC. Ah dommage, j'aurais bien répondu mais je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Ça c'est le pays dans lequel on est. On n'aime pas parler d'argent, on n'aime pas ça du tout. Même pour me rendre compte de ça, j'ai demandé autour de moi, les amis autour de moi dans ma vie, combien ils gagnent. Vous avez déjà fait ça? Demandez vos amis combien ils gagnent. On n'ose pas faire ça. Je l'ai fait. J'ai demandé à mon pote qui travaille en finance. Je sais qu'il travaille en finance, je me dis il doit gagner beaucoup d'argent. Je vais voir mon pote, je fais mec, tu gagnes combien? Là, sa réponse, je vous jure, c'était une équation à 4 inconnus. Je n'ai rien compris.
Il me fait, en fait, comme c'est une boîte américaine, c'est indexé sur le dollar qui met le 13e mois, ça dépend de la fiscalisation. Vous voyez le genre de réponse ou pas là? Où t'as rien appris comme chiffre à la fin? Vous savez ce qui est bizarre avec ce pote-là? Je sais qu'il adore sucer les doigts de pied. Il n'y a pas un truc qui est plus tabou que l'autre normalement. Dans le monde dans lequel on vit, sucer les doigts de pied, c'est moins tabou que ton salaire. C'est incroyable le monde dans lequel on vit. Je me pose toutes ces questions sur l'argent. Et je me dis, je vais faire un spectacle dessus. Je sens que j'ai envie de faire un spectacle dessus. Et là, je me dis, avant d'en parler aux gens, avant d'en parler avec plein de gens, il faut que j'ai une vision, moi, claire de l'argent. Je ne peux pas faire des blagues dessus, parler du sujet sans avoir une vision claire. Là, je me demande, quelle est ma vision de l'argent? Et je crois que j'ai trouvé. Après des longues heures de réflexion, je pense que pour moi, l'argent, c'est comme le temps. Dans la théorie de Einstein, E égale MC2. C'est pas clair. Ok, d'accord. Einstein dit que le temps est relatif, en fonction de ta masse, en fonction de... Si tu t'amuses, si tu t'ennuies, le temps, il passe pas de la même manière. L'argent, c'est pareil. Ça dépend de plein de facteurs. Je vous donne un exemple très simple. Moi, je suis né en France. J'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai vécu en HLM toute ma vie. J'ai un père qui est ouvrier et une mère qui est femme de ménage. On va pas faire de suspense sur ma vie, d'accord? Je suis plus proche du RSA que de l'impôt sur la fortune, on va pas faire de suspense, d'accord? Évidemment, on est conscient, d'accord. Par contre, ce qui est intéressant dans ma vie, c'est que je suis haïtien d'origine. Haïtienne? Non, dominicaine. C'est pas le même pays. Attends, mais c'est le seul pays avec qui a une frontière avec Haïti. Qui s'en fout? Moi, je m'en fous personnellement. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Oh, je veux savoir, au cas où ça intéresse les autres gens. Je te taquine. Je connais bien la République dominicaine. Bah, je suis haïtien, donc tu connais un petit peu la zone. Et tous les ans, avec ma famille, on va en Haïti. Tous les ans, je vais en Haïti avec ma famille et c'est hyper intéressant. Mais un truc qui est intéressant, c'est que quand j'arrive en Haïti avec ma famille, ma mère sort des phrases qu'en France, elle ne sort jamais. Du genre, attention à qui vous parlez, ils en ont après notre argent. On a de l'argent maintenant, nous. Il vient d'où cet argent-là? J'ai vu papa fauder le métro pour aller à l'aéroport. Il vient d'où cet argent-là? C'est un avion ou une Stargate qu'on prend quand on va en Haïti? Je comprends pas. Je vous jure, en France, ma famille et moi, on est les tuches. En Haïti, on est les Kardashians. Je comprends pas, hein. Il y a un truc qui se passe, hein. Et moi, je suis Kim, j'ai un gros cul, mais c'est pas la question principale. Et un jour, je vous jure, j'ai un déclic. Je suis en Haïti avec ma famille et je me rends compte d'un truc en fait. Ma mère et mon père me disent que depuis qu'on est tout petit, on va en vacances en Haïti. Cette année d'été, on va en vacances en Haïti. C'est pas la phrase exacte. C'est pas ça que mes parents vont faire tous les ans. Ils partent être riches en Haïti. C'est ça qu'ils vont faire une fois par an. C'est valable pour mes potes maghrébins, algériens, marocains. Ouais, on va au bled voir les cousins, la famille, tu connais. C'est faux. Ils partent être riches pendant un mois, c'est tout ce qu'ils vont faire. Pas de jugement, c'est valable pour tout le monde ici. C'est valable pour tout le monde ici. C'est naturel. J'ai gardé les destinations préférées des Français. 1, la Thaïlande. 2, le Maroc. 3, la République dominicaine. Vous voulez le point commun entre ces 3 pays ou pas? Là-bas, on se sent riche, évidemment, c'est pour ça qu'on va là-bas. T'entends rarement les gens dire oui, je vais en vacances à Singapour. T'entends rarement cette phrase-là, hein. Je vais en vacances en Californie, t'entends jamais cette phrase-là, hein. Je vais en vacances en Australie cet été. C'est faux, t'entends jamais cette phrase-là. On connaît tous des gens qui vont en Australie, mais ils vont pas en vacances en Australie. Ils vont faire des road trips en Australie. Et un road trip, je suis désolé, c'est pas des vacances. Quand t'as que le billet aller pour manger sur place, c'est Inch'Allah, c'est que t'es pas en vacances, bonhomme. Ça fait 3 jours que tu manges des pâtes, t'es pas en vacances. Ouais, mais je fais du kitesurfing. Tu dors sur un canapé. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Et là, je me rends compte d'un truc. Je réfléchis au sujet de l'argent. Je me dis, putain, mais c'est clair en fait. Pourquoi on fait ça, aller dans les pays comme ça? Parce que pour nous, les pays riches, on a des monnaies stylées. Et les pays pauvres, ils ont des monnaies éclatées au sol. Pays riches, la Suède. Tu vois très bien où je veux en venir. La monnaie de la Suède, c'est la couronne. Tu sens que ça va chez eux. Tu sais pas exactement où c'est la Suède, mais tu sens que ça va chez eux. En Europe, on a l'euro. C'est proche de heureux. On se plaint, mais on va bien ici aussi. En Angleterre, ils ont la livre sterling. C'est incroyable comme monnaie. Livre, notion de connaissance, de savoir. Sterling, très bon joueur de foot côté gauche. Il est trop fort. Il est fort de ouf. Vous savez comment il court vite, le gars? Il court trop vite. Maintenant, on va discuter les pays pauvres ensemble, tous un instant. L'Inde, la monnaie, la roupie. Ah ouais, aussi. Ah, c'est quand même proche de roupier, cette histoire, quand même, hein. Sans le pays est pas réveillé de ouf, hein. La monnaie du Maroc, c'est le dirham. Il n'y a pas une rame, il y a 10 rames. Chez les Marocains, d'accord? 10 rames.
Le peuple galère. Je me moque pas, je suis pas là pour me moquer. Je suis haïtien d'origine. La monnaie d'Haïti, c'est la gourde. La monnaie d'Haïti, c'est la gourde. On est d'accord que tu peux pas être leader mondial quand ta monnaie elle inspire que t'as encore soif. Ça va pas ensemble. Tu peux pas diriger la planète quand ta monnaie, pour tous les autres pays du monde, c'est un objet de randonnée. Ça ne va pas ensemble. Gardez-le à l'esprit. Monnaie stylée, pays riche. Monnaie claquée, pays pauvre. C'est basique, on se rend même pas compte de ça. Je vous jure. Aujourd'hui, on a l'euro en Europe. C'est incroyable comme monnaie l'euro. C'est incroyable. Mais avant l'euro, chaque pays européen avait une monnaie différente. Il y a des pays européens, heureusement que l'euro est arrivé. Hein. Il y en a qui se souviennent de la monnaie de l'Espagne avant l'euro. Les pesetas, ouais. À cette époque-là, les Espagnols, ils se la racontaient beaucoup moins. Hein. Le seul truc qu'ils avaient destiné, c'était la Macarena. Avec du recul, c'est nul ce truc-là. Ils avaient une pièce de 25 pesetas. Il y en a qui s'en souviennent. Il y avait un trou au milieu. Il y en a qui la portaient autour du cou. Mais vous vous rendez compte avec du recul que derrière toi, t'as une monnaie qui a plus de valeur autour du cou comme monnaie, c'est qu'elle vaut rien du tout ta monnaie. Hein. Ils se la racontent les Espagnols. Aujourd'hui, les Espagnols, ils ont une série mondialement connue. Tout le monde doit connaître Casa de Papel. Tout le monde connaît? Série mondialement connue, incroyable, série Casa de Papel. Mais la fois j'y pensais, Casa de Papel en pesetas. Scénaristiquement, c'est pas possible, hein. À la fin de saison 1, ils auraient braqué 1200 € maximum. Ça rembourse même pas les costumes rouges et les masques. Un jour, je m'ennuie, je vous jure, j'ai fait un calcul. Pour braquer la même valeur en pesetas qu'en euros, la série Casa de Papel devrait durer 9947 épisodes. Même le créateur de Plus belle la vie l'a fait, c'est trop long, les gars. Vous allez jamais tenir, c'est trop long. On a essayé, c'est trop long. Au bout de 4000 épisodes, faut arrêter, vraiment faut arrêter. On n'y pense pas assez. On peut faire des trucs comme ça parce qu'ils ont une monnaie stylée. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ici un film de gangsters en Afrique? Ou une série de gangsters en Afrique? Bon, quelqu'un a déjà vu un film africain, peut-être commencer par la base, hein. Peut-être on va commencer par la base. Hein. Oui, mais à part un film de danse, un film de gangster, genre Scarface en Afrique, j'y ai pensé. Ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Imagine un braqueur, il arrive dans une moque à Bamako. Il arrive, il dit au banquier, mettez tout dans le sac. Il rentre chez lui, converti, il y a 17 €. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux pas tenir une série sur ça. Ça n'a pas de sens. On n'y pense pas assez. Je me suis posé énormément de questions sur l'argent pour vous, mesdames et messieurs. Je me suis posé plein de questions pour vous. Mon père me disait cette phrase quand j'étais petit. Mon fils, il faut avoir de l'argent parce que l'argent fait tourner le monde. L'argent fait tourner le monde. Mon père avait tort. Pilule? Non, ménopause, donc pas pilule. Je vois pas la lumière. Mais éteins ton téléphone. T'inquiète. C'est quoi alors? Je fais une sieste. Quelle heure il est? Hein? Hier? Qui pense que l'argent fait tourner le monde par applaudissement? Okay. Mon père me disait ça, mon père est d'accord avec vous. Sauf que je pense que mon père, maintenant je suis adulte, il avait tort. Pour une réponse très simple. Le monde, la planète Terre, a 4,5 milliards d'années. Nous, l'humanité, là, on a à peu près 300 000 ans. L'argent a été inventé il y a 2700 ans. C'est-à-dire qu'on a fait l'essentiel de la vie humaine sans argent. On l'a inventé juste à un moment. C'est intéressant. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on faisait avant l'argent? Très simple. On faisait du troc. Tu avais du blé, il y avait des pommes de terre, vous échangiez. Tu avais du lait, il y avait du blé, vous échangiez. On faisait ça. Et à un moment, on a inventé l'argent. Je me suis dit, pourquoi on a inventé l'argent? Réponse très simple. En fait, plus l'humanité avançait, plus on a commencé à créer des métiers bizarres. Ce qui faisait, ça commençait à devenir difficile d'échanger. Je pense qu'aujourd'hui, le troc, ça ne tient pas 2 minutes. Bonjour, je pourrais avoir un kilo de pommes de terre, s'il vous plaît? En échange, je suis happiness manager. Le monsieur va mourir de faim de ouf. Il va crever de faim vite, hein. Et moi, je peux même pas parler, je suis humoriste. Je vais échanger un litre de lait contre des blagues. Je vais crever très vite. C'est pour ça qu'on a inventé l'argent. C'est pour pouvoir fluidifier les échanges. Un mec, il y a 2700 ans, invente la première pièce de monnaie. Cet homme s'appelait le roi de Lydie. C'est le roi de Lydie qui invente la première pièce de monnaie. Ça vient de l'application Lydia. Tout le monde voit ce que c'est ou pas?
Application Lydia, ouais, tout le monde voit. Hein, c'est l'application qui fait que tu peux plus arnaquer tes amis là. C'est pas un enfer cette application. C'est pas l'une des plus mauvaises inventions qu'on ait en fait. Tout le monde voit ce que c'est Lydia. Ouais. C'était pas mieux avant ça? Avant avec tes potes tu veux faire, vas-y passe pas horrible, je te fais un virement sous peu. Tu pouvais tenir 6 mois comme ça. Oh, c'est bizarre, j'ai fait le virement, ça doit être les délais bancaires, hein, je sais pas. Je suis à la banque postale, tu connais. Tu pouvais tenir 6 mois comme ça. Maintenant avec Lydia, faut payer tout de suite, c'est chiant. Le roi de Lydie, il va envoyer des soldats faire la guerre. Les soldats ne veulent pas y aller. Parce qu'ils disent qu'il n'a rien à leur donner en échange. Le roi de Lydie, il dit, putain, ok, je vous donne ces pièces d'or. Vous allez faire la guerre. Et quand vous revenez, ces pièces ont de la valeur, vous pourrez acheter ce que vous voulez avec. Les soldats disent, ok. Il perd 90% des soldats, très malin le gars. Ils reviennent, il leur donne des pièces, ils achètent des trucs. Le roi de Lydie meurt, son fils découvre les inventions de son père. Il dit, mais c'est incroyable cette invention. Au début, c'était que pour les militaires, que pour l'armée. Son fils, il dit, mais je peux utiliser ça pour toute la société. Son fils fait ça, développe l'invention de son père et le met partout dans la société. Il devient extrêmement riche grâce à ça. Son fils s'appelait Crésus. D'où l'expression riche comme. Ça vient de là. Dans le royaume de Lydie, il y a un fleuve qui passe. Ce fleuve, il est gorgé d'or, ok? Et c'est grâce à cet or qu'on fabriquait les pièces de l'époque. Ce fleuve s'appelait Pactole. D'où l'expression touchez-le. Il y a une interro à la fin du spectacle, personne ne note, là. Faut écrire un peu, là, vous. Tout a un sens, c'est de là que ça vient. Je me suis dit à un moment, est-ce que ce serait pas mieux de retourner au troc? Je me demandais ça. Après, je me dis, si l'être humain l'a inventé, c'est que l'argent doit servir à quelque chose. Je pense que même il y a des métiers, heureusement que l'argent est arrivé. De la prostitution. La prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. C'est-à-dire que la prostitution existait avant que l'argent arrive. C'était quoi les transactions de l'époque? Bonjour madame. Aujourd'hui, ce sera pour une fellation, s'il vous plaît. Ça fait combien? Un taureau? Madame, c'était une poule la semaine dernière, vous changez tout le temps, vous aussi, là. Et je me dis, le mec qui va voir les prostituées régulièrement, sa femme, elle va cramer qu'il manque des objets dans la maison. Chérie, on n'avait pas une table, là? Ah, ça me dit rien du tout, hein. J'ai pas vu de table ici récemment, hein, ça me dit rien, hein. Chérie, tu trouves pas que la maison est beaucoup plus calme que d'habitude? Il ne manque pas un enfant? Non, les triplés ont toujours été 2. Personne ici, hein. Et dis, dans ce village chelou, il y a une femme, elle travaillerait bien, elle aurait tous les objets, elle serait cramée par les autres gens. Chérie, t'as vu la nouvelle voisine? Elle a 47 taureaux. Et qu'est-ce que l'autre enfant fait dans son jardin d'ailleurs? Elle sort jamais de chez elle, comment elle a obtenu tout ça? Peut-être qu'elle télétravaille, on sait pas vraiment, hein. Parce que les gens font dans la vie, quoi. Tout a un sens, c'est de là que ça vient l'argent. La société a évolué. Je veux pas dire que c'était bien ou pas bien, la société a évolué. Aujourd'hui, même les prostituées, elles utilisent des crypto-monnaies pour être payées. Elles utilisent des bitcoins pour être payées. C'est incroyable. Faites pas comme si vous saviez pas. Hein? Je connais un gars qui connaît un gars qui connaît un autre gars, tu connais. C'est mon voisin. Il y a des gens qui ont des bitcoins d'ailleurs, dans la salle? Ouais? Pas beaucoup quand même, ok. Tout le monde voit ce que c'est? Ah ok, bande de menteurs. On est ensemble. J'ai écrit mon spectacle, je me dis tiens, j'ai envie de comprendre comment ça marche ces crypto-monnaies. Je me dis je vais regarder un documentaire sur un site de vidéo culture et sur Netflix. Je regarde le documentaire sur Netflix sur le Bitcoin, hyper intéressant. Je regarde le documentaire, et à la fin du documentaire, pendant le générique, je me rends compte d'un truc. C'est que j'ai pas compris. Le documentaire durait 1h30, il y avait des schémas, des graphiques, je n'ai pas compris. À la fin du documentaire, ils répétaient cette phrase plusieurs fois, le Bitcoin est une crypto-monnaie. On est d'accord que c'est pas une définition, ça? Ce sont juste d'autres mots, en fait, hein. Ça aide quelqu'un à comprendre, Bitcoin est une crypto-monnaie? C'est pas clair. Attends, je vais essayer de comprendre. Okay. Qu'est-ce que je connais qui commence par crypto, moi? Kryptonite. Ça peut tuer Superman, ok? Ok. C'est-à-dire que l'ennemi de la finance, c'est Thanos, ok. Ah, j'ai pas compris beaucoup plus, hein? Le documentaire répétait cette phrase plusieurs fois. Le Bitcoin, tout comme la blockchain, sont l'avenir du monde. Je vais répéter, vous avez pas compris. Le Bitcoin, tout comme la blockchain, sont l'avenir du monde. C'est intéressant ou pas? Vous vous rendez compte ou pas? Que l'avenir du monde, c'est 2 mots qu'on n'a pas compris? Et on va vers cette direction-là. Je me dis, vas-y, il raconte n'importe quoi, ça m'intéresse pas. Je regarde le documentaire à moitié. À la fin, le documentaire, il reste 3 minutes. Il y a un mec qui parle, il est interviewé par le journaliste. Il dit, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce documentaire.
et que nous ne croirons pas ce qu'on a dit sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies. Dites-vous, vous êtes simplement l'équivalent de BlackBerry qui n'a pas cru à l'écran tactile. Le documentaire s'arrête sur ça. C'est nous BlackBerry, vous êtes là, vous avez des nouvelles de nous? On peut plus nous acheter en fait. Bon, bah ok, on va mourir ensemble hein, dans ce cas-là. Hein. Ils inventent des monnaies, c'est incroyable. Allez, je vais aller ensemble maintenant, je vais vous donner le vrai déclic qui m'a fait écrire mon spectacle. Novembre 2020, tout le monde se souvient, confinement, c'est dur pour tout le monde. Je suis confiné à Paris dans un tout petit appartement, je suis tout seul. C'est dur, je ne veux pas le cacher, c'est dur. Il n'y a plus de spectacle, là, plus rien. Là, je me dis, je vais me mettre un documentaire pour me détendre. Tous les êtres humains, on fait ça, on aime bien mettre des documentaires pour se détendre. Et là, je me dis, ok, j'écoute les recommandations de Netflix, et elle me propose un documentaire sur Jeff Bezos. Alors, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez vous détendre, ne regardez jamais de documentaire sur les milliardaires, ça détend pas du tout. C'est comme si t'es gros, tu regardes Victoria's Secret en défilé. C'est vraiment, ça va pas. Dire, mais ça me concerne pas cette histoire-là. Je regarde le documentaire, chaque minute est un enfer. C'est novembre, il fait froid, je suis à Paris, j'ai 2 couettes pour pas mettre de chauffage, tu connais. Et je regarde le documentaire. Il commence comme ça. Première minute, ils disent qu'aujourd'hui, Jeff Bezos est tellement riche que sa fortune est estimée à 185 milliards d'euros. Moi, je suis comme ça dans mon lit. Ah bah ça a l'air bien cette histoire de milliards d'euros là quand même, hein. Ça a l'air bien, hein. Je suis choqué. Le documentaire continue, ils disent qu'aujourd'hui, Jeff Bezos est tellement riche qu'il est plus riche que le Maroc. Ça n'a pas l'air de vous choquer. On a atteint un stade de la vie où on compare la fortune d'un homme à celle d'un pays. Jeff Bezos, il a 57 ans. Vous savez quel âge a le Maroc ou pas du tout? Est-ce qu'on ne devrait pas comparer ces deux choses-là normalement? Le documentaire continue. On dit Jeff Bezos est riche. Après, il parle d'autres hommes riches. Et à un moment, il commence à parler des femmes riches. Il parle de la femme la plus riche du monde. Et je me dis, on parle jamais de la femme la plus riche du monde. Toujours les hommes. Bernard Arnault, Bill Gates, Elon Musk. Je me dis, qui est cette femme qui a atteint ce niveau de richesse? Elle s'appelle Mackenzie Scott et c'est l'ex-femme de Jeff Bezos. C'est quand même toujours les mêmes qui gagnent quand même au bout d'un moment. Commence à être relou, hein. Ils ont été mariés ensemble pendant 23 ans. Mackenzie a demandé le divorce pendant le confinement. À croire que c'est pas un problème de taille de maison. Elle demande le divorce. En divorçant, elle a obtenu 38 milliards d'euros. C'est le divorce le plus cher de l'histoire. J'avais envie de lui dire, bien joué ma grande. Franchement, sur ce coup-là, bien joué. Elle a pris 38 milliards. Ce qui est intéressant, c'est que Mackenzie, elle est féministe. Elle est dirigeante d'une association féministe aux États-Unis et que quand elle a accepté l'argent, énormément de gens lui en ont voulu. Ils ont dit qu'en tant que femme féministe, pour montrer l'exemple aux autres femmes, elle aurait dit refuser l'argent de son ex-mari. Bah, vraiment des mythos ces Américains-là quand même. Hein. Alors on est entre nous, qui est-ce qui refuse 38 milliards d'euros? Hein, on est d'accord? 38 milliards d'euros. Même Rosa Parks se lève du bus, d'accord? 38 milliards, Rosa, elle conduit le bus s'il le faut. Évidemment, 38 milliards d'euros. Rosa Parks, ça va voir Martin. T'as qu'à me dire, Martin, c'est peut-être les Blancs qui ont raison depuis le début, non? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se battre contre eux? J'ai une maison dans les Hamptons, ça, achetez-moi. La femme prend l'argent, tout le monde aurait accepté l'argent. Le documentaire m'énerve, je trouve que ça passe juste. Il y a des gens qui sont milliardaires, moi je suis en difficulté, plein de gens sont en galère. Je me dis, je finis par m'endormir. Vers 7h du matin, j'arrive pas à dormir. Je me fais réveiller à 9h, quelqu'un sonne à ma porte. C'est un livreur Amazon. Et là j'ai un peu honte quand même. Jeff Bezos c'est le patron d'Amazon, ok? Vous savez, tout le monde voit qui est Jeff Bezos, hein? Tout le monde voit ce que c'est Amazon. Parce que j'ai pas le temps d'expliquer là, vraiment. Hein. Tout le monde voit ce que c'est. Ok, le livreur Amazon il arrive et là je suis là en train de récupérer mon colis, je dis je suis quand même une pauvre merde. Et là j'ai eu un déclic, je me dis faut qu'on arrête d'en vouloir aux riches, d'être riches. Faut qu'on arrête les pauvres nous d'en vouloir aux riches, d'être riches. On aime trop dire ouais les riches, on aime trop faire ça. Mais c'est à cause de qui qu'ils sont riches? C'est à cause de nous. C'est nous qui les rendons riches. Par applaudissement, qui a déjà utilisé Amazon? Par applaudissement, qui n'a jamais utilisé Amazon? Vous êtes 6, on dirait le score de Anne Hidalgo au présidentiel, hein. Vous êtes pas beaucoup, quoi. Vous êtes pas beaucoup, quoi. On peut vous compter, quoi. Il y a peu de gens. Quasiment tout le monde utilise Amazon. Je regarde le documentaire, je me dis, je vais boycotter cette boîte. Parce que j'apprends plein de trucs sur le mec, je dis, je vais boycotter cette boîte. Hein? Et je me dis, j'ai utilisé une boîte qui fait pareil, parce que c'est cool d'être livré. Je cherche une entreprise française, je tombe sur Cdiscount. J'ai tenu 5 jours, voilà, je voulais vous le dire. Hein. J'ai essayé, hein, mais c'est vraiment de la merde. Hein, vraiment, c'est de la merde. Il y a 3 ans, j'ai utilisé Cdiscount pour acheter un matelas que je veux recevoir à Noël. Je l'ai reçu à Pâques.
Je voulais un truc pour la naissance de Jésus, j'ai reçu à sa résurrection. Vous vous rendez compte? C'est vraiment 2 dates différentes, hein. Blague catholique, mais vous voyez bien la différence, quoi. Donc je suis comme vous, j'utilise Amazon, ok? On est ensemble, y a pas de souci. Par contre, maintenant je suis adulte, j'ai regardé le documentaire, j'ai appris plein de choses sur lui. Je commence à être plus conscient de mes actes. Je fais attention. J'ai appris qu'il avait... Vous savez combien il a d'employés, Jeff Bezos, avec Amazon? Combien il a d'employés ou pas? Non. 1,8 million d'employés. Jeff Bezos, tous les mois, il fait un virement à 1,8 million de personnes. C'est plus que la CAF, vous vous rendez même pas compte, vous. Ce chiffre est incroyable. Je me suis dit, imaginez ce monsieur part en couille. Imaginez, il part en couille. C'est chaud. Moi, une fois dans ma vie, j'ai eu un stagiaire. Je vais être honnête avec vous, le code du travail, je trouverais ça très contraignant à respecter, quoi. Comment ça, il veut manger le midi, lui aussi, là? Il a des horaires. Ah, c'est bien pour lui, hein. 1,8 million, faut surveiller le monsieur. Après, je suis pas contre les milliardaires. Je suis pas un Karl Marx entier. Je suis conscient. Tout le monde sert. Ceux qui croient en Dieu savent que tout ce qui est sur Terre sert. Ceux qui croient pas, ils savent que les milliardaires, ils servent aussi. Tout le monde, ça sert à quelque chose. Les milliardaires, je pense qu'ils servent à un truc très précis. Inventer ce que nous, les pauvres, on n'a pas le temps d'inventer. Pendant qu'on est en train de rigoler entre nous, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Elon Musk, ils sont en train de chercher la recette de l'immortalité. Alors ça, c'est un projet de riche, hein. Un pauvre, il a pas envie de trouver une manière d'être pauvre plus longtemps. Je pense que la mort, c'est un pauvre qui a dû inventer ça, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui devait galérer depuis des... Un fermier dans un champ trop... Fait, mec, c'est moi ou c'est long la vie, non? Ça fait un moment, je galère quand même, quoi. On peut pas mourir au bout d'un moment, quoi. Non mais honnêtement, vous êtes d'accord avec moi? Honnêtement. Immortel, si c'est stylé, c'était blindé de thunes. Quand j'étais petit, je voulais être immortel. Parce que là, j'étais petit, je suis con. Je me dis, si j'ai la lampe d'Aladin, je frotte la lampe et je frottais toutes les théières. Quand t'es petit, t'es un peu bête, quoi. S'il y a le GD qui sort, mon premier vœu, ce serait être immortel. J'y pensais quand j'étais petit, je vous jure. Maintenant, je suis adulte, je paye des impôts. Faut que je meure, vraiment. Faut pas que ça dure tout le temps, cette histoire, quand même, non plus, quoi. C'est insupportable. Imaginez un instant, on est immortel. Et nos potes, dans le futur, eux, ils le sont pas. Et nous, on traverse les siècles, comme ça, avec notre salaire actuel. On est en 3947 dans le futur. Mes potes, ils me font « Eh mec, ça te dit qu'on aille boire un verre ce soir ensemble ?» Gars, il me reste 15 € pour finir le siècle. J'ai plus de force, en fait. J'ai des fins de décennies difficiles. Je peux plus vivre, en fait. Faut mourir à un moment. On va pas galérer pour l'éternité. Les riches, ils ont des délires de riches. Vous avez entendu ce que Elon Musk, il a dit il y a pas longtemps ou pas? Il a dit que bientôt, on pourra aller sur Mars. C'est qui on? Vous êtes déjà posé la question? Vous savez qu'avec nos sacs Lidl, on rentre pas dans la fusée, hein? Ouais, mais j'ai un tote bag. Mais tu rentres pas quand même, en fait, hein? Ils veulent aller sur Mars, c'est pas un délire de mec qui a trop d'argent? On est entre nous. Quelqu'un s'est déjà réveillé un matin. Et quand ton réveil il sonne, c'est ah, comment serait ma vie sur Pluton? J'arrive même pas à aller aux Seychelles. Qu'est-ce que j'aille foutre sur Pluton? Ils veulent aller sur Mars, c'est un délire. Je trouve ça drôle. Moi, je trouve pas ça drôle. Et même, franchement, je pense que les milliardaires, qu'ils aillent dans l'espace. Qui nous laisse entre nous sur Terre, là? Franchement, sur Terre, ils ont acheté, si c'était un monopoly de la planète Terre, ils ont acheté tous les terrains. Et ils ont mis les hôtels rouges, hôtels verts. Il nous reste que la case aller en prison. Que ça pour nous. Qu'ils aillent dans l'espace. On a des problèmes de terriens. On n'a pas des problèmes de terriens à gérer au quotidien. Je sais pas si vous savez, mais... Ça, à Paris, c'est 10 000 €. Je sais pas si vous êtes au courant, hein. Je ne sais pas si vous êtes... On a tous été à l'école. Depuis quand un carré égale 10 000? Qui a fait le calcul? Qui a fait ce calcul? Il est raté le calcul, hein. Le calcul est mauvais, quoi. J'en peux plus, moi. Et je vous dis, oui, il y a trop de Parisiens. On fait que arriver, hein. On va jamais pas... Paris, c'est trop cher. Il faut venir dans d'autres villes. Paris, c'est trop cher. 10 000 € 1 mètre carré. C'est le prix moyen. C'est 12-13 000 maintenant. 1 mètre carré. Moi, j'ai 36 ans, je vais acheter un appartement à Paris. Je suis à 50 mètres carrés. Ça coûte entre 500 000 et 1,2 million d'euros.
Quand je vois les prix des appartements à Paris, j'ai l'impression que mon salaire il est en francs CFA. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même monnaie, on joue pas au même jeu, il y a un truc qui ne fonctionne pas. En plus, ils mettent des agences immobilières partout, parce qu'on est de plus en plus à Paris. Il y a des agences Stéphane Plaza partout. Alors entre nous, je suis pas à Paris, Stéphane Plaza, qu'il aille se faire foutre. Voilà, je vous dis. Je peux plus voir ce monsieur. Je peux plus le voir. Ces agences, elles sont partout, elles sont belles, tu les regardes. Et tu regardes là, ça vous arrive en plus, je suis sûr. Tu regardes les agences immobilières. Oh, il est lumineux celui-là. Il est mignon. Poutre apparente, ok. Moulure au plafond, ok. Et après, tu baisses les yeux comme ça. Il y a un tout petit prix écrit tout petit. Il est gros, sa mère. J'ai l'impression de me faire fouetter par les prix. C'est un enfer. Vous avez pas cette impression-là un peu? Oui. Vous savez comment c'est douloureux pour moi en plus? Mes ancêtres sont fait fouetter par des maîtres blancs. Aujourd'hui, je me fais fouetter par des maîtres carrés. Vous savez comment c'est douloureux pour moi? C'est un enfer. C'est un enfer. Arrêtez de fouetter les gens. 500 000 euros en 50 mètres carrés. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est pas des prix français, ce sont des prix parisiens. Parce que j'ai fait comme sur Tinder, j'ai élargi ma recherche. J'ai matché avec Saint-Etienne, voilà, je vous le dis. Ah, parce qu'à Saint-Etienne, avec 500 000 euros de budget, je peux acheter 12 appartements. J'ai pas dit que c'était une bonne idée. Mais tu peux le faire. Commencez pas à m'écouter, hein. Oui, je suis vite au conseil, j'ai acheté les appartements, j'arrive pas à les louer. M'écoutez pas, faites-le pas. Mais tu peux le faire. Paris, je vous jure, c'est trop cher. C'est pour ça que les Parisiens sont malheureux. C'est trop cher, cette ville. C'est un enfer. Tu sais, j'ai un pote qui a acheté un appartement à Paris. C'est un pote d'enfant, je suis content pour lui. Un jour, je vais chez lui pour sa crémaillère. Pour la première fois que j'y vais, je rentre chez lui. Je vois qu'il a pas de meubles et pas de tapis. Je dis, mec, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, à 10 000 euros le mètre carré, je vais les voir tous les jours. C'est eux, moi et rien d'autre. Ils vivent ensemble. Cette ville est insupportable. Tu sais, Paris, les bobos galèrent. Vous savez que bobo, ça veut dire bourgeois, bohème. Si même eux, ils galèrent, comment moi, je vais m'en sortir? Tu sais quand tu vois que les bobos galèrent, les bobos, aujourd'hui, il faut leur course chez Lidl. Moi, j'ai lu la Bible. C'est un des signes de l'apocalypse, c'est ça. Quand il y aura une pandémie mondiale et des bobos chez Lidl, c'est que le livre se termine, je vous le dis direct. Ézéchiel, verset 4, lisez le bouquin, c'est écrit dedans. C'est trop cher. L'immobilier est cher et les magasins sont chers. Les magasins sont devenus extrêmement chers. Moi, j'ai grandi dans une banlieue très profonde, petite ville de banlieue. C'est trop... En fait, c'est pour ça que tout le monde va là-bas. C'est beaucoup mieux. Là-bas, il n'y a que des magasins à discount partout. Dia, Lidl, Aldi, Action, que des magasins comme ça. En bas de chez moi, j'avais un magasin quand j'étais petit, méga hard discount. Il s'appelait le Mutant. Je sais pas si vous avez connu. Vous avez connu le Mutant? À chaque fois que j'étais dans ce magasin, quand je faisais mes courses, quand j'étais petit, je me dis, mais comment tu peux appeler un magasin d'alimentaire le Mutant? C'est pas rassurant pour un consommateur, je trouve. C'est comme si t'as une compagnie aérienne, tu l'appelles Crash Airlines. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie, en fait, d'aller. Maintenant, j'habite à Paris. Les magasins en bas de chez moi, c'est pas les mêmes. En bas de chez moi, j'ai un Bio, c'est bon. Un Naturalia et un Monoprix. Moi, j'ai une question qui est très simple. Qui fixe les prix chez Monoprix? L'Arabie Saoudite ou le Qatar? Chez Monoprix, tu peux acheter des raisins à l'unité. Vous savez que c'est pas normal, hein? Ça se vend en grappe normalement, les gars. C'est incroyable. Des villes qui coûtent trop cher comme ça. Je vous jure, Marseille, on fait que arriver. Je suis désolé de vous le dire. C'est impossible à gérer. Impossible d'acheter un appartement tout seul à Paris. C'est impossible. Pour ça, tout le monde se met en couple. Ils sont pas amoureux, ils sont juste obligés. C'est tout. Ils sont obligés, ils peuvent pas y aller tout seuls. Ils se font la courte échelle. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis pas de pas se mettre en couple, de pas acheter un appartement. C'est cool. Ça peut bien se passer. Vous voyez vos rires là, vous savez très bien. Mais ça peut mal se passer aussi. J'ai un pote qui est en couple depuis 7 ans. Il est malheureux. Comment je le sais? Il chiale tout le temps. Dès qu'il est bourré, il chiale. Et le gars est tout le temps bourré. Un jour, je suis en soirée avec lui, en train de pleurer comme d'habitude. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il fait, c'est un petit peu dur avec Julie en ce moment, c'est un petit peu dur. Je dis, mec, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, arrête cette relation. C'est un bon conseil ou pas? C'est un conseil de pote. Je lui dis ça. Il me dit, mec, je peux pas. Je viens de faire après sur 25 ans avec elle. Il me dit ça et tout, il est pas bien. Il me rajoute cette phrase incroyable. Écoutez ce qu'il me rajoute. Il me fait, mec, tu sais, souvent on dit le sexe, c'est le ciment du couple. C'est pas vrai, c'est la loi Pinel, le ciment du couple.
C'est pas incroyable comme phrase? Il est dans la merde jusqu'au cou, lui. Faites attention. J'ai un problème dans la vie. Peut-être que certains ont le même problème que moi. Souvent, on me dit que je fais pas mon âge. Je trouve ça c'est cool. Ça, c'est cool, je fais pas mon âge. J'ai 36 ans, on me dit, oh, tu fais plus jeune et tout. C'est cool de pas faire son âge. Mais j'ai un autre problème, moi. C'est que je fais pas mon salaire non plus. Vous voyez ce que c'est comme problème? Je fais plus que ce que je gagne réellement. En fait, je crois que j'ai trop d'assurance. J'ai l'air trop sûr de moi. Je tiens ça de mon père. Mon père, il a jamais eu d'argent. Mais il marche comme ça. On dirait la ville lui appartient. Ça va, toi? Oh, ça va. Alors qu'il a rien dans les poches. Je tiens ça de mon père. C'est un enfer, ce problème. En fait, je suis humoriste. C'est un métier incroyable, l'humoriste. C'est très cool comme métier. Mais le seul problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup en France à faire ce métier. On est 500, 600. C'est pas énorme. On se connaît tous. Moi, mes collègues de travail, c'est Gad Elmaleh. C'est Florence Foresti. C'est Blanche Gardin. Vous vous rendez pas compte, j'ai l'impression. Vous voyez la différence entre eux et moi ou pas? Des millions, c'est ça la différence entre eux et moi. Ce sont mes collègues de travail, je les connais très bien. Moi, j'ai des groupes WhatsApp avec des gens qui peuvent racheter WhatsApp. Vous vous rendez compte ou pas? Ok, vous voyez pas. C'est comme si t'es salarié et t'es potes avec le PDG de ta boîte. Et vous avez commencé ensemble il y a 10 ans. Et lui, il est monté, 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 il est devenu PDG de la boîte. Et toi, comme tu voulais baiser Martine de la Conta, t'es pas monté, quoi. T'as pas forwardé tous les mails, quoi. T'es pas au taquet, quoi. Sauf... Il y a un gars qui a le même problème que moi, d'accord. Okay. Sauf que tu peux pas arrêter l'amitié à cause de ça. Ça ne se fait pas d'arrêter l'amitié parce que quelqu'un gagne plus d'argent que toi. Tu dois vivre avec ça. Mais c'est un enfer. Moi, j'ai un pote qui s'appelle Artus. Quelqu'un qui connaît Artus ou pas? C'est un très bon ami à moi. Artus et moi, on a un point commun, on adore le football américain. On adore le football américain. Dernier, il me fait, mec, c'est te dire qu'on est à la finale du Super Bowl ensemble ce week-end? Je dis, grave, mec, on va chez toi ou chez moi? Il m'a dit, mais non, mec, on va à New York. Je lui dis, rassure-moi, c'est un bar vers la place de la République, ça, à New York. Vous vous rendez compte? Artus voulait aller à New York pour le week-end. Vous vous rendez pas compte, j'ai l'impression. Vous savez ce que j'ai fait en tant que personne qui n'a pas d'argent? J'ai tapé sur Ryanair, vol Beauvais, New York. Alors là, je vais vous spoiler. Il n'y a pas de vol Beauvais, New York. Vous avez forcément des gens comme ça dans votre vie qui gagnent plus d'argent que vous. Vous en avez forcément. Vous avez ce genre de personnes qui créent les groupes WhatsApp. Coucou tout le monde. Ça part mal déjà. Je réunis dans ce groupe les gens que j'aime vraiment. J'ai mon anniversaire dans 2 mois à Marrakech. J'aimerais bien que vous soyez avec moi. J'ai tout réservé. J'ai fait calculer pour tout le monde entre 800 et 1000 euros par personne. Nique ta race, toi. Notre amitié, elle me met mal à l'aise. C'est un enfer. Je me suis rendu compte d'un truc avec mon amitié. Elle n'est pas internationale. Mon amitié a des frontières. Et seul moyen de locomotion que je peux prendre avec mon amitié, c'est une station Ouigo. C'est tout ce que je peux faire vendre d'eux. J'ai failli me marier avec une femme qui était au-dessus de mes moyens. 6 ans de relation. La dame était vraiment au-dessus de mes moyens. En fait, elle vient d'une famille hyper riche. Elle vient d'une famille aisée et tout. Je suis content pour elle, super cool. Donc elle a eu une enfance aisée. Donc elle a des ambitions plus élevées que les miennes. Moi, j'ai d'une famille qui n'a pas d'argent. Moi, j'ai des parents qui ont eu des problèmes avec des huissiers quand j'étais jeune. Là, il y a de la lumière. Pour moi, c'est un bonus. Hein. Vous éteignez la lumière, je continue le spectacle, hein, vraiment. Hein. J'allume 3 bougies, on se met en cercle, je continue mon travail, moi. Hein. Si quelqu'un a une guitare et je joue Wonderwall, je suis un scout dans ma tête, je m'en fous, moi, de la lumière, quoi. Sauf que mon ex, elle vient de famille aisée, donc on n'avait pas les mêmes besoins. Et au bout de 4 ans et demi de relation, je parle pas de mariage. C'est dans ma tête, franchement, je l'aime et tout. Mais je me dis, il me manque quelques chiffres quand même pour en parler de mariage encore. Et là, elle prend les devants. On est assis sur le canapé, elle me dit, elle éteint la télé. Elle me dit, j'aimerais qu'on parle de notre mariage. Je sais qu'on va se marier, tu ne vas pas faire la demande, tu te débrouilleras pour la demande. Par contre, pour le mariage, j'ai décidé ce que je voulais. Je suis d'accord. Ça ressemble à un guet-apens cette histoire quand même, hein. Là, elle me donne son mariage idéal. Elle me dit déjà, il me faudrait 3 traiteurs. J'ai regardé un petit peu, il nous faudrait 3 traiteurs. Je fais, ok, c'est précis comme chiffre. Hein. Pourquoi 3? Elle me dit un traiteur cachère halal, un traiteur carnivore et un traiteur végétarien. Je fais d'accord, ok. Elle me disait qu'elle a regardé également pour la lune de miel, elle a décidé les Seychelles. Je fais d'accord, ok, pourquoi les Seychelles? Elle me dit oui, c'est super beau, il y a des places paradisiaques. J'ai regardé les Seychelles, sur Terre, c'est la destination la plus chère qui soit. Plus cher, c'est Mars, tu peux pas faire plus cher, vraiment. Tu peux pas faire plus cher.
Je suis d'accord, ok. Elle me dit également qu'elle a choisi la bague qu'elle voudrait. Elle veut pas être déçue, donc elle a pris les devants, elle m'a montré la bague qu'elle voulait. Elle me montre la bague. Un diamant solitaire, jaune, 15 000 € la bague. Je vous jure, pendant cette discussion dans ma tête, je me dis, qui va payer tout ça? Ma grande, j'ai même pas le budget pour t'emmener à la mairie en blabla-car. T'es au courant ou pas? Je vais te présenter Artus, parce que moi je peux rien faire pour toi, vraiment. J'ai arrêté la relation. Pas que pour ça, elle savait pas sucer non plus, mais c'est pas le point principal. Elle était pas forte, la dame était pas forte, mais bon, c'est pas le point principal. Ils s'attendaient pas à ça du tout, le Renoir. Ils s'attendaient pas à ça du tout. Y a besoin de parler du sujet? Allez, je fais une parenthèse, ok. Franchement, je dis ça, même pas pour me moquer d'elle, je dis ça pour me moquer de moi-même. Je m'en veux de fou. On est restés 6 ans ensemble. J'aurais pu lui dire avant. En fait, le truc, c'est que la dernière dispute qu'on a eue dans notre relation, la dernière embrouille. Vous connaissez les embrouilles de couple quand tu cries, elle crie, tu cries, elle crie, et que tu sais pas trop à trouver comme argument pour gagner. Là, je fais, depuis le début de notre relation, tu sais pas sucer. C'est la dernière phrase que j'ai dit après on a rompu. Je m'en veux de fou, j'aurais dû lui dire avant. En fait, j'aurais pu communiquer. Je me suis rendu compte qu'il y a un tabou dans notre société. Souvent, on pense qu'il n'y a que les femmes qui simulent. Les hommes aussi simulent. Les gars. Ah oui, d'accord, excusez-moi de vous avoir dérangé. Sauf que les mecs, ils veulent baiser ce soir, ils veulent pas se mouiller, d'accord, ok. Évidemment que les mecs simulent. Moi, j'ai déjà eu des fellations, j'étais comme ça. Oh. Oh là là. Ah bah merci, hein. C'est super cette histoire. Hein. Mais non, il y a des moulures au plafond, j'avais pas vu. Depuis le début. Mais non, c'est mignon cette histoire-là. J'aurais dû lui dire avant. Tu sais, parfois on regarde des trucs sur Netflix, elle me dit, on regarde quoi ce soir? Tu sais pas sucer. J'aurais pu le glisser à ce moment-là. J'aurais pu le glisser à ce moment-là. On prenait le métro, on descend où? Tu sais pas sucer. J'aurais dû le glisser à ce moment-là. Et non, j'ai attendu. Et donc maintenant je m'en veux. Donc si vous avez des problèmes de fellation ou de cunnilingus, discutez. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. On n'ose pas en parler. Et c'est une parenthèse. Notre relation s'arrête avec cette jeune fille. On habitait à Paris ensemble. On était en location et ses parents étaient garants de l'appartement. Tu connais? Elle était blanche, j'ai oublié de dire, elle était blanche, ouais. Donc, ça fait qu'une des deux personnes doit quitter l'appartement. Vous vous doutez? C'est moi qui vais quitter l'appartement. Je dois partir, je dois laisser les clés là. Oh d'accord, je vais laisser les clés là, quoi. Donc je me retrouve à quitter l'appartement. Mes parents habitaient trop loin, je pouvais pas retourner chez mes parents. Je me dis, sinon j'ai raté tous les spectacles le soir, il faut que je reste dans Paris. Donc là, je me mets à chercher un appartement à Paris. Et là, je me rappelle d'un truc que j'avais oublié dans ma vie. Mais je suis noir, moi. Faites pas comme si vous avez pas compris ce que j'ai à vous dire. Vous avez très bien compris. Je suis noir et humoriste. J'ai cherché un appartement avec ces 2 critères. Bah j'ai pas trouvé, c'est ce que je veux vous dire, quoi. Je vous jure, pendant 6 mois non-stop, je répondais à toutes les annonces. Au moment où j'étais sur Vinted, je savais même plus où chercher. Je cherche, je ne le trouve pas. Putain, c'est pas possible. Au bout de 6 mois, quand tu cherches un appartement pendant un moment, tu finis par accepter toutes les offres. Au début, je répondais pas aux offres de sous-location. Après 6 mois, tu réponds. J'étais sous-locataire. Tout le monde voit ce que c'est un sous-locataire, juste pour être bien sûr? Tout le monde voit ce que c'est? Vous voyez la pyramide de Maslow? Ah bah t'es pas dessus pour moi, je trouve que... J'ai sous-loué pendant 1 an et demi à 11 mètres carrés. Vous avez vu comment je suis grand? Je fais 11 mètres carrés. Quand tu peux éteindre ta lumière avec ton pied gauche, c'est vraiment que t'as un problème dans la vie. Vraiment, c'est que ça va pas du tout, quoi. 11 mètres carrés pendant 1 an et demi. Je souhaite à personne d'être en sous-location. Je vous jure, mentalement, c'est dur. Je vous jure, mentalement, c'est dur. Parfois, je rentrais chez moi le soir, tard le soir, je mettais devant la fenêtre. J'attendais qu'une chouette m'emmène à Poudlard. Quand t'as 30 ans, t'attends Edwige, c'est que ça va pas du tout dans ta vie. Hein. Vraiment, hein, c'est que ça va pas du tout, quoi. J'avais un locataire, donc mon N+1, quoi. Franchement, c'était mon supérieur hiérarchique, je vous jure, c'était mon supérieur. Mentalement, c'était dur. Il abusait de son pouvoir. Le monsieur abusait de son pouvoir. Il avait le double des clés, il rentrait dans l'appartement quand il voulait. C'était trop dur. Un soir, 3h du matin, je suis en train de dormir, il rentre dans l'appartement. 11 mètres carrés, tu entends le monsieur rentrer. 11 mètres carrés, tu entends la ville rentrer, tu entends tout le monde rentrer, vraiment. Il rentre, je suis en train de dormir. J'entends du bruit, je me réveille. Thomas?
Et qu'est-ce que tu fais là? Là, il me fait, chut, rendors-toi. Mais j'ai pas 8 ans, ça va pas ça va pas comme réponse, quoi. Non, mais tu fais quoi? Là, il me fait, j'ai juste chercher un document, je le récupère, après je m'en vais. Je suis comme ça avec ma couette. Ah bah d'accord, ok. J'ai mais c'est dur pour moi. Il s'en va. Je me réveille le lendemain, je suis énervé. J'ai jamais été aussi énervé. Je tape sur internet, droit du sous-locataire. Ouais, il y en a pas. Il y en a vraiment pas du tout. Il y en a vraiment pas du tout. Imaginez-vous, j'ai la trentaine, je commence une carrière d'humoriste, je suis en sous-location, je suis un mec qui abuse mentalement, je suis cuit. Franchement, c'est dur. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus, j'ai fait une école de commerce. J'ai emprunté 50 000 euros pour faire mes études. Parce que j'ai une famille qui a pas de thunes, donc pour faire les études, t'es obligé de payer. Quand j'avais 24 ans, j'ai ouvert un restaurant avec 2 potes à moi, à Paris, sur les grands boulevards. J'ai emprunté 100 000 euros. Le restaurant a fait faillite. À 31 ans, je devais 150 000 euros. Je suis en sous-location, je commence une carrière d'humoriste. Mentalement, je suis pas bien. Franchement, je suis cuit. Et là, je me dis, comment je peux m'en sortir de cette histoire-là? Ils sont en train de m'avoir petit à petit. Je me dis, comment je peux faire pour avoir un plus de thunes? Je suis parti en Haïti pendant 6 mois. Ah, je suis parti être riche direct. Parce que le SMIC ici, c'est pas le SMIC là-bas. Hein. Je vais en Haïti pendant 6 mois, ça me fait du bien. Oh, qu'est-ce que ça me fait du bien? Ça détend un peu, il y a moins de pression par rapport à l'argent. D'ailleurs, j'ai un truc que je me suis rendu compte quand j'étais petit, un truc qui m'a fait ne pas aimer mon pays d'origine, Haïti. Cette phrase que j'entendais tout le temps. 90% des Haïtiens vivent avec moins d'€1 par jour. C'est l'ONU disait cette phrase. 90% des Haïtiens vivent avec moins d'€1 par jour. Vous avez entendu cette phrase ou pas? J'entendais tout le temps cette phrase-là. Je suis parti en Haïti pendant 6 mois, j'ai vécu chez ma grand-mère. Je pense que l'ONU, quand ils donnent ce chiffre, ils n'ont pas toutes les informations. Ma grand-mère, elle vient d'un petit village qui s'appelle Aké en Haïti, il doit avoir 100 habitants. Il y a des chefs, des vaches, vous voyez, le village du bled, quoi. Sauf que ce que l'ONU ne sait pas avec ma grand-mère, c'est que ma grand-mère, elle a 14 enfants, dont ma mère, qui lui envoie entre 100 et 200 euros par mois. Ma grand-mère, elle a 48 petits-enfants, dont moi, on lui envoie entre 50 et 100 euros par mois. Ma grand-mère, c'est entre 12 et 13 000 euros par mois, d'accord? Ma grand-mère est d'un système pyramidal, je vous le dis direct. Ma grand-mère, c'est Spotify, toute la famille est abonnée. On paye bien pour elle. C'est juste que quand il y a l'ONU qui arrive, ma grand-mère fait « Ouais, c'est un peu dur en ce moment. C'est un peu dur, hein. Je suis comédien grâce à elle, je vous le dis direct. » Je fais 6 mois là-bas. Là, il y a un truc qui me fait du bien par rapport à Haïti. Je sais pas si vous avez entendu comment je m'appelle. Vous avez vu comment je m'appelle ou pas? Certes, c'est mon prénom. C'est très particulier comme prénom, certes, en France. Moi, j'ai fait 6 mois en Haïti, ça passe là-bas. Mon grand-père, il s'appelle L'Hérisson. J'ai un oncle que je connaissais pas, il s'appelle Fisté. Je l'ai appelé Tonton Fisté pendant 6 mois. Ça, c'est les prénoms en Haïti. Sauf que eux, ils vivent, ils ont grandi en Haïti. Moi, je suis né en France. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne avec le prénom Certes. Certes, c'est écrit C-E-R-T-E. Mon prénom, c'est un alvéole avec une faute d'orthographe. C'est le prénom que je porte. J'ai grandi en banlieue avec ce prénom-là. Tu grandis en banlieue parisienne avec ce prénom-là? T'es une offrande pour les autres enfants. Même le gros de la bande se fout de ta gueule. Vraiment, c'est dur. C'est vraiment dur à porter. Aujourd'hui, j'habite à Paris. Il n'y a que des bobos. Là où j'habite. Et c'est intéressant, c'est que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les Noirs et les Arabes sont plus créatifs que les Blancs pour trouver des surnoms. Mais j'habite à Paris. J'ai un pote qui s'appelle Nicolas. D'après vous, comment on l'appelle? Nico. Ouh. J'ai une copine, elle s'appelle Lucie. D'après vous, comment on l'appelle? Lulu. Ouh. J'ai grandi en banlieue parisienne. Moi, j'ai un pote d'enfance qui s'appelle Giovanni. Il est italien, le pauvre, il lui manque 3 dents devant. On l'appelait Al Pacifico. Moi, on m'a appelé Certes-Fesses toute mon enfance. Vous avez vu la différence de créativité ou pas qu'il y a entre les deux? C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil. Ça, c'est l'enfance que j'ai eue, moi. Hein? Pas d'argent et ce prénom. Soit c'est humoriste, soit tueur en série. Hein? J'ai pas beaucoup de choix. Et j'ai pas encore choisi. Je déconne. T'es une crapule, toi. Je rentre d'Haïti avec mes 150 000 euros de dette. Alors, je veux dire un petit truc. Je pensais que peut-être qu'en disparaissant pendant 6 mois, mes dettes disparaîtront. Pas vraiment, hein. Ils stockent vraiment tout, les bâtards, hein. Je reviens, elles ont grossi. Quelqu'un a déjà eu autant de dettes et est parti pendant autant de temps? Non, moi, je suis un peu fou. J'ai découvert un truc, le découvert bancaire. Tout le monde voit ce que c'est? Faites pas les menteurs. Hein.
Par applaudissement, qui est-ce qui a déjà été découvert? Qui a déjà été découvert? Par applaudissement. J'ai regardé sur internet, 87% des Français sont découverts régulièrement. Pourquoi on parle comme si tout allait bien dans la vie, alors qu'on est tous en galère? Il n'y a que moi qui est divisé en 3 parties. Vous voyez sûr de moi ou pas? Entre le 1er et le 15 du mois, tu te prends pour le roi du monde. Quand tu sors, t'as le torse bombé comme ça. Quand t'es dans un bar, tu fais t'inquiète, ce soir c'est pour moi, je t'invite. T'inquiète. À partir du 15, tu peux regarder ton application bancaire en ligne sur ton portable. Mais tu continues à sortir, mais tes phrases c'est excusez-moi, c'est encore la piawa ou pas? Vous prenez les tickets restaurant, il y a le wifi, que les questions de crevard. À partir du 25, je deviens musulman pratiquant. Voilà. Le peu de fois que j'utilise ma carte bleue, je suis comme ça. Inch'Allah, elle passe celle-là. Il n'y a que moi qu'à ce moment-là, on est d'accord? Je reviens d'Haïti, mentalement c'est dur. Et je me rends compte d'un truc, j'ai un nouveau déclic. C'est pas la quantité d'argent qui fait que tu es à l'aise ou pas dans ta vie. C'est la pression que tu reçois par rapport à ta société, par rapport à l'argent. C'est ça. Les Haïtiens ont clairement moins d'argent que les Français, clairement. Mais j'ai ressenti moins de pression sur les gens. Plus de joie de vivre, plus de tranquillité. Je rentre en France, j'ai compris tout de suite le problème. Je suis parti avec 150 000 € de dette, sans donner aucune nouvelle. J'ai ouvert ma boîte à lettres après 6 mois. Il n'y avait que des menaces dedans. Je vous jure, la première lettre que j'ai ouverte, il y avait écrit ça mot pour mot. Monsieur Mathurin, vous n'avez pas donné suite à notre dernière relance, ne sommes donc pas surpris des conséquences. Je dois de l'argent à qui? Pablo Escobar? C'est quoi l'étape d'après? Je reçois un enveloppe qu'elle doit couper à l'intérieur? Où il y a marqué Plata au plomo? Je devais 115 € à SFR, faut se calmer les gars quand même, hein. Ça c'est la société dans laquelle on vit, où on met la pression. Tu dois payer tout de suite, tout le temps, des lettres, des mails, c'est dur pour les gens. J'étais à découvert régulièrement. Et j'avais franchement en 6 mois, au moins 50 lettres de la banque. Est-ce qu'on leur dit aux banquiers qu'on n'ouvre pas leur courrier? Faut leur dire au bout d'un moment les gars, on regarde à travers, Société Générale, on n'ouvre pas, on connaît en fait. Que tu veux que j'ouvre? Vous êtes à découvert, je le savais déjà, laisse-moi tranquille. Laisse les arbres tranquilles. Je suis à découvert pendant 6 mois. Et je découvre une loi française que je ne connaissais pas. Donc savoir que quand tu es français, que tu es à l'étranger, aucune banque française ne peut t'enlever ton découvert. C'est une loi, en fait, qui dit qu'en fait, si tu es en danger, si tu as des problèmes d'argent, si tu as besoin d'acheter des médicaments ou revenir en France, la banque doit te laisser ton découvert. Je ne savais pas cette loi. Donc j'ai utilisé, voilà, pendant 6 mois. Et je rentre en France, je me dis, bah, je suis à moins 300, il me reste 500, tu connais. Ah, les calculs n'étaient pas bons, je vous le dis direct. Je me dis, je suis à moins 800, il me reste 500. Je rentre en France, j'utilise ma carte bleue, aspiré directement. Waouh, c'est quoi cette histoire? Je prends rendez-vous chez mon banquier, je vais le voir le lendemain. Oui, c'est inadmissible. Ouais, mon argent. Il me reste 500 €. Là, il m'explique que c'est avec loi. Il fait oui, non, c'est pas votre argent. Vous nous devez 300 €. Sortez, monsieur. Ah, d'accord, excusez-moi. Je sors de la banque. Mentalement, mesdames et messieurs, je suis pas bien. Mentalement, c'est dur pour moi, franchement. J'ai venu de rompre avec mon ex. Dette. Carrière pas folle. Je sais pas quoi faire. Je sors de la banque. Il y a un panneau publicitaire. L'armée de terre recrute. Ah, les bâtards. C'est pour ça qu'ils les mettent devant les banques, les bâtards. Putain, je te jure, quand t'as pas d'argent, l'Afghanistan, c'est une option. Je te jure. T'es là, tu te poses des questions. Est-ce que t'es nourri et logé quand t'es soldat? C'est bizarre, hein? Quand t'as pas de thunes, tu penses à l'armée. Je suis pas bien. Je marche dans la rue, je déambule dans la ville, ça va pas du tout. Et là, je vais être honnête avec vous, je donne la fin de l'histoire. J'ai été gigolo pendant quelques temps. On y va tranquillement ensemble. On va y aller. J'ai un pote qui m'appelle. Il s'appelle Boris. Boris, c'est un mec... Vous avez tous un Boris dans votre vie. Boris, c'est le genre de personne dans ta vie pour qui les lois, c'est pas si important. Boris, c'est le genre de personne, quand tu sors en soirée, ta meuf, elle est pas rassurée. Et souvent, ta meuf, elle a raison de pas être rassurée, quoi. Fermez les yeux, vous voyez forcément un Boris. Si vous voyez pas qui est Boris, c'est que c'est vous, Boris, vraiment. Si vous cherchez, ça peut être qui, c'est que c'est vous, Boris, d'accord? Il y a toujours un Boris dans une bande. Je suis en galère de thunes. Je sais pas comment faire, et il y a Boris dans ma vie. Boris, c'est un mec que j'ai rencontré dans mon école de commerce. Dans mon école de commerce, on était 300 élèves. Il y avait 298 blancs et 2 noirs. Boris et moi. Je sais pas si c'était la gravité ou la pleine lune m'ont devenu amis très rapidement tous les deux, quoi. Il était scorpion, je sais pas, il y avait un point commun, je sais pas. Boris, c'est un mec... Boris, ma mère, elle connaissait Boris.
Un jour, Boris, il m'a embauché chez ma mère. Et quand à peine on sort, elle m'appelle, elle me fait « Ton ami Boris, là, il est gentil, mais il est né avant la honte, non ?» C'est pas du tout un compliment si vous vous posez la question. Pas du tout. Boris, un jour, il m'a donné sa définition de la fidélité. Il m'a dit que pour lui, la fidélité, c'est comme un feu orange. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, s'il n'y a personne, t'y vas. Vous voyez ce genre de personne-là ou pas? Vous voyez? Je suis à moins 150 000 €. Mentalement, je suis pas bien et j'ai Boris dans ma vie. Comment tu veux que l'histoire se termine bien? Je suis en galère. Il voit que je suis pas bien. Il me fait, mec, arrête de stresser avec l'argent. J'en ai marre de te voir stresser. Détends-toi. Il me dit, calme-toi. Sache une chose dans la vie, mon pote. On peut pas tondre à neuf. Arrête. C'est que cette histoire-là. Boris, c'est Confucius du ghetto, un peu. Genre, il invente des expressions, mais comme il est dit avec assurance, je crois qu'elle existe vraiment, l'expression. Et toi, t'es comme un co comme ça. Ouais, il a raison, on peut pas tondre à neuf, il a pas tort, il a pas tort. Il raconte n'importe quoi. Mais il te met en confiance, je te jure, il te met à l'aise. Il voit que je suis pas bien. Et là, il me fait, mec, arrête de penser à l'argent. Calme-toi. L'argent est partout. Il faut voir les opportunités là où elles sont. Je dis, ouais, c'est pas précis. Il me dit, tu fais quoi ce soir? Je t'invite dans un bar, ambiance old school, tu te détends et tu ne penses pas à l'argent. Moi, j'ai pas de thune. J'ai la dalle, donc j'y vais. Il me donne rendez-vous dans le 16e arrondissement de Paris. Arrondissement que je connais pas pour des raisons financières, très clairement. J'ai l'impression que tu respires là-bas, tu perds de l'argent, j'y vais jamais, vraiment. J'arrive dans le 16e, je rentre dans le bar avec Boris. Et là, dans le bar, je vois que des femmes blanches de 50 à 80 ans. C'est là que j'ai compris que quand il disait old school, il parlait pas de hip-hop, le bâtard. C'est pas Dr. Dre, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout qu'il voulait dire, quoi. Je rentre dans le bar, je suis hyper perplexe. Je sais pas où regarder, je sais pas quoi faire. Boris, il me laisse tout seul, il va aux toilettes. Je m'installe au comptoir. Je regarde les gens un peu. Et là, je sens qu'il y a une femme qui me regarde. Et moi, je me dis, bon, je vais baisser les yeux, elle va peut-être pas me voir. Je suis comme ça. Happy place, ça va aller, ça va aller. Elle me lâche pas du regard. Elle se lève droit sur moi. La dame, elle a à peu près 70 ans. Elle est bien habillée, dentition complète. Je sais pas si c'est des vrais ou des faux. Attends, tous ces chicots. La dame, elle arrive droit sur moi. Elle s'installe à côté de moi sans me demander mon avis. Moi, je suis perplexe. Et là, elle me regarde, elle me fait « T'es nouveau dans ce bar, je t'avais jamais vu avant. » Moi, je suis là, je fais « Vous avez connu De Gaulle ?» Je sais pas quoi dire à la dame. Franchement, j'ai pas les codes. C'était comment l'ancien franc? J'ai pas les codes. Elle voit que je suis stressé. Elle me dit « Ça te dit que je te paye un verre ?» Je suis une michto, j'accepte direct. Double Jack glace, s'il vous plaît, madame. Je bois le verre, ça me détend un petit peu. Elle me paye un deuxième verre. Je commence à être vraiment détendu. Elle attend que je sois détendu, elle discute, elle fait des blagues et tout. Et au bout de 15-20 minutes de discussion, elle sent que je suis détendu. Moi, je suis assis, je suis comme ça et tout. Je suis en train de penser à mes problèmes et tout. Et là, elle me regarde droit dans les yeux. Et je vous jure un truc, c'est qu'à ce moment-là, je vois pas le truc arriver. Elle me regarde. Elle me touche la main. Et elle me dit, ça te dit de passer la soirée avec moi pour 800 €? Je vais être très honnête avec vous, d'accord? La première question que je me suis posée, je me suis dit, pourquoi 800 €? C'est quoi les tarifs de mes concurrents? J'ai fait l'école de commerce, j'ai analysé le marché un minimum, quoi. J'ai fait un SWOT, tu connais, force, faiblesse, opportunité, menace. Question, quelqu'un dans la salle a déjà une proposition tarifaire contre son corps ou pas? Quelqu'un, c'est déjà arrivé à quelqu'un? Homme ou femme? Non? Personne? On est ensemble, franchement on est ensemble, hein. On n'a pas l'air ensemble du tout, là. J'ai l'air seul quand même d'un seul coup, là. Ok, je vous embête pas. Je vais être honnête avec vous. Et depuis cette expérience, je ne juge aucun métier. Quand tu es en difficulté financière et qu'on te propose de l'argent rapidement, tu réfléchis. Je te jure, tu réfléchis, je te jure. Tu réfléchis. C'est ce qu'on appelle un dilemme, en fait. C'est ce qu'on appelle un dilemme. C'est un peu comme si tu avais un démon et un ange sur l'épaule. Vous voyez un peu l'image ou pas? Et les deux te donnent des conseils, c'est à toi d'écouter. Ce que tu veux écouter. Sur l'épaule gauche, j'ai un démon qui me dit baisse-la, 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 baisse-la. Derrière moi, il y a mon pote Boris qui me fait baisse-la, 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 là. Ah, je crois que j'ai compris le conseil, hein.
Épaule droite. Heureusement, j'ai un petit ange ce soir-là sur mon épaule droite. Heureusement. Ce petit ange, c'est ma mère. Elle me fait, mon fils, 800 €, baise-la. T'envoies la moitié à ta grand-mère et on est quitte. Allez, on avance. Ma mère est très pragmatique, vous vous rendez même pas compte. Je vais être honnête avec vous, je suis choqué. Sa proposition, elle me choque. Je suis choqué. Et elle le voit que je suis choqué. Et elle me regarde, elle me fait... J'ai l'impression que c'est un petit peu choqué par ma proposition. Tu sais que c'est pas forcément pour faire l'amour, hein, c'est pour passer la soirée ensemble. Ok. On est d'accord que c'est pas pareil? Vous trouvez que c'est pareil? On est d'accord. Commencez même pas à me juger, vous, hein? Vous savez combien de fois, moi, j'ai fait des dates avec des filles toute la soirée, j'ai fait semblant d'eux. Mais non, ta collègue, elle a dit ça? Waouh! C'est incroyable. Non, t'as oublié la pièce jointe dans le mail. C'est fou, ton histoire, hein? Oh là là. Et après, il se passe rien du tout. Alors, je suis désolé pour 800 € sur la comtesse de Ségur et parler des 30 glorieuses. J'écoute la dame, hein? Ah, je te le dis direct, hein? C'était une période très faste après elle, là. J'écoute. Je passe un bon moment. Je vous jure, je passe un bon moment avec elle. Sauf qu'il y a un truc, c'est qu'il est 9h du soir et que, pareil, c'est peut-être pareil pour vous. Quand je suis stressé, je ne mange pas. J'avais rien mangé de la journée. Vous savez, moi, je mange pas parce que je réfléchis et tout, j'ai pas l'appétit. Sauf qu'à 9h, la nature fait effet. Donc, mon ventre commence à gargouiller. Et quand mon ventre gargouille, ça fait pas genre... Ça fait... Toi, le Dyson, tu sèches tes mains, là. Ça fait ça non-stop. Et elle voit une opportunité. Elle me regarde, elle me fait... J'ai l'impression que t'as faim, non? Si tu veux, je connais un endroit dans le coin, il y a de l'ossobuco. Je suis sûr que tu aimes l'ossobuco. Ossobuco. Ossobuco. Dans ma tête, je me dis... Et j'ai entendu ça que dans Top Chef, moi je me dis, bon... Ossobuco. La première question que je me pose, je me dis... Est-ce que c'est remboursé? Est-ce que c'est une note de frais? Je connais pas le travail encore. Je connais pas l'entreprise. Elle me dit, elle m'invite. Je dis, ah, réunion d'équipe. Ok, c'est pas mal cette histoire. Team building, c'est pas mal cette entreprise, hein? J'accepte. J'adore. Elle commence à s'habiller. Elle me dit, c'est pas très loin d'ici, habille-toi, on y sera dans quelques minutes. Elle commence à s'habiller. Elle, dos tourné. Moi, je commence à m'habiller. Et là, j'ai un déclic. Je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et il est où Boris? Il est où celui qui m'a ramené dans ce bar là? Je cherche Boris, à le dos tourné, je cherche Boris. Je le cherche. Je le vois au fond du bar. Il regarde toute la scène depuis le début. Il est comme ça, en train de boire son verre. Là, je fais, mec, il faut qu'on parte pour 800 €. C'est bizarre cette histoire. Et il me fait, chut. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le matin de cette journée, je dis à mon pote Boris que j'ai des problèmes d'argent. Sa solution, c'est m'envoyer me prostituer. Il est pas malade, ce monsieur. Ça a pas l'air de vous choquer, vous avez des potes comme ça, vous? Il est fou allié, ce gars. Sauf que ça me met en confiance, je suis avec un fou. Je me dis, allez go, l'aventure continue. Boris reste dans le bar, je sors, je suis la comtesse de Ségur, là. Elle avance et tout, elle fait, c'est le premier abri. D'accord. Elle avance quelques minutes, elle avance. Et au bout de quelques minutes de marche, elle me dit, on est arrivé. Et là, je suis pas détective, mais je dis, il n'y a pas de restaurant ici. Elle me dit, je t'ai dit, je connaissais un endroit, il y avait de l'ossobuco, je t'avais pas dit un restaurant. Vous avez vu l'expérience de la dame ou pas? Elle m'a ramené devant chez elle à 10h du soir, sans que je m'en rende compte. Et là, je vais être hyper honnête avec vous. À ce moment-là, moi, j'ai peur. Je te jure, je suis là, mais c'est pas mon quartier. Je connais pas bien la personne, je te jure, j'ai peur. Et après, je me dis, mais mec, t'as peur de quoi? T'as un grand noir, c'est bizarre, tu tapes la dame, c'est tout. Je vais pas avoir peur de Maminova, quoi. Ça m'a détendu de fou. Je me dis, go, l'aventure continue. Je rentre dans l'immeuble. Immeuble incroyable, haussmannien, magnifique. Je rentre dans l'immeuble, il y avait un concierge. Pas un portugais, un concierge. C'est la seule blague raciste, mais vous voyez très bien la différence. Je rentre. Là, je suis impressionné par le lieu. Je dis, putain, c'est incroyable.
On rentre, on avance, on rentre dans un ascenseur. Et l'ascenseur, c'est toujours un endroit bizarre. Quand que vous êtes que deux dans un ascenseur et qu'il y a une personne que tu connais pas, c'est toujours un peu malaisant. Mais quand t'es que deux avec une personne qui veut te baiser, c'est encore plus malaisant. Ah vraiment, c'est encore plus malaisant. Ah putain, ah ouais, non, bon d'accord, bah, je veux pas sortir d'ici quoi. L'ascenseur il monte. Il ouvre ses portes. On est directement dans l'appartement. Tout ce que je vous raconte est vrai. On est directement dans l'appartement. J'avais jamais vu ça en vrai. Vue sur la tour Eiffel, incroyable. Putain. Elle me dit, installe-toi dans le salon. J'ai cherché l'ossobuco et une bouteille de vin. Fais comme chez toi. Je suis dans son salon, je suis comme ça. 10 000, 20 000, 30 000, 225. Je savais, putain, il y a beaucoup de mètres carrés ici quand même, hein. J'ai la dame, elle va bien. Je regarde, je suis dans son salon, j'ai putain. Pour vous donner une manière de visualiser l'appartement, c'était... il y avait des sièges Louis XIV, tu sais. Les tables en marbre, moulures au plafond, lustre doré. Vous voyez un petit peu ou pas? J'étais dans la Révolution française, j'ai l'impression. Mais franchement, du beau côté, j'aurais pu dire pendez-le. J'aurais pu dire ça, vraiment. J'aurais pu écrire Lady de Nantes là-bas, vraiment, j'aurais pu faire ça. Blague de prof d'histoire, j'adore cette blague. Elle revient. Petit plateau en argent, ossobuco, bouteille de vin, je sais pas quelle année, je connais rien du tout. Et là, elle me dit, c'est bon, je goûte, c'est très bon, très bon. Et c'est-à-dire que quand elle était pas là, j'observais toute sa décoration. J'aime bien, je suis un peu curieux. Et je regarde ses tableaux, je regarde ses photos, et il y a une photo qui m'attire un peu. Je vois une très grande photo en 4:3, en noir et blanc, où il y a un homme et une femme. L'homme, il a à peu près une quarantaine d'années, la femme, elle a une vingtaine d'années. Ils sont sur la plage, l'homme, il est en maillot de bain, et la femme est en bikini. Et l'homme, au bout de quelques secondes, je fais, putain, mais il me dit un truc. Et là, je reconnais Alain Delon. Je connais Alain Delon, 40 ans, très bel homme, sur la plage et tout. Et à côté de lui, il y a une jeune fille, donc une vingtaine d'années. Et là, je lui dis, putain, elle est très belle cette photo. Qui est la jeune fille à côté d'Alain Delon? Là, elle me dit que c'est elle. Je dis, ah, vous étiez très belle quand vous étiez jeune. Là, dans ma tête, je me dis, licenciement, bon, faute grave, c'est fini. Je passe pas la période d'essai, c'est terminé cette histoire. Putain, je lui dis ça, je suis mal à l'aise. Je fais merde, ça se fait pas. Je vois, elle est un peu rouge et tout. Je dis putain, faut que je me sorte de ça. Je vois qu'elle a un jeu d'échecs. Je joue aux échecs depuis que je suis tout petit. Je dis, vous avez un jeu d'échecs? Putain, on peut jouer aux échecs parce que je joue aux échecs. Je perds les voyelles, vraiment. Je sais plus ce que je raconte. Elle me dit, tu veux jouer aux échecs? Je dis, oui, voilà ce que je veux faire. On joue aux échecs. Bouteille de vin, ossobuco, on joue aux échecs. Oh, ça nous fait du bien. En fait, les points communs, quel que soit d'où tu viens, ça rassemble les gens. On a un point commun, quoi. Et on commence même à faire des blagues de joueurs d'échecs. Elle me demande c'est quoi ma pièce préférée. Moi je dis, c'est la dame blanche. Et vous, elle me fait, c'est le cavalier noir, moi. Des blagues éclatées de joueurs d'échecs. Vraiment, c'est des blagues nulles. Nulles, mauvais humour, très mauvais humour. Mais ça nous détend. On joue une partie, 2 parties, on boit le vin, on mange au ossobuco. Ça nous détend. La partie, on arrête de jouer, il est 4h du matin. Je suis loin de chez moi. Uber, pas possible, carte bleue bloquée. Elle me dit, si tu veux, tu peux dormir ici. Là, dans ma tête, je me dis, l'étau se resserre quand même. Elle me dit, tu dors dans la chambre que tu veux, j'en ai plusieurs. Elle avait 14 chambres. Tout ce que je lui raconte est vrai. J'ai visité l'appartement, elle avait 14 chambres. Elle m'a dit, choisis celle que tu veux. J'ai pas pris la plus grande. J'en ai pris une qui est un peu particulière. Il y en avait une qui avait un lit à baldaquin. Moi, je connaissais pas les lits à baldaquin. Je connaissais les moustiquaires, mais pas les baldaquins, quoi. Je connaissais... Baldaquin, je dors dedans. C'est les nuits où il y a des draps qui pendent. J'étais dans le lit comme ça, comme la reine de Saba. Là, 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 là. J'ai kiffé ma nuit. Sauf que je suis mal à l'aise. Je vais être honnête avec vous, je suis mal à l'aise. La situation, elle me rend mal à l'aise. Je sais pas quoi faire et tout. Je me dis, je vais mettre mon réveil tôt. Je mets mon réveil à 7h du matin. Et je pars avant qu'elle se réveille. Je mets mon réveil, il sonne, je me prépare. Et je m'apprête à partir. Je sors de la chambre. Elle était déjà réveillée. Elle était en train de me préparer le petit déjeuner. Elle était trop mignonne, elle était en train de me faire des avocatos, du jus de fruits, des œufs bénédicts. J'ai découvert les œufs bénédicts ce jour-là. Je sais pas que les œufs avaient des prénoms, vous saviez, vous? Parce que c'est pas cette histoire de bénédicte, quoi. J'ai fait, ça a l'air bon, je vais manger cette bénédicte, quoi, ça a l'air trop bon. Je mange des œufs et tout, on passe un bon moment. Elle me dit, ça te dit qu'on fasse une dernière partie d'échecs? Alors peut-être je me dis, heure supplémentaire. Allez, on y va. Je suis malin. On joue. 1 partie, 2 parties, 3 parties. On finit de jouer, il est 15h de l'après-midi. Putain, ça commence à faire un moment que je suis chez la dame quand même. Hein. Là, je me dis, il faut que je parte. Je peux pas rester là, même si c'est cool, mais je peux pas rester là, je suis un peu mal à l'aise. Je commence à me préparer, à mettre mes affaires et tout. Et là, quand j'ai fini de m'habiller, elle arrive vers moi, elle me fait, t'allais oublier ça. Elle me tend 800 €. J'avais complètement oublié. Je la regarde
l'argent. Et je lui dis, je vais pas les prendre. Elle est surprise, elle me dit, pourquoi? Et je réfléchis rapidement, je vous jure, l'émotion que j'avais à ce moment-là, c'est de ne pas prendre l'argent. Je voulais pas les prendre. Je lui dis, la manière dont j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère, on ne prend pas de l'argent à quelqu'un parce qu'on a passé un bon moment. Franchement, j'ai passé une super soirée. J'ai mangé de l'ossobuco, j'ai joué aux échecs, c'était trop cool. Mais je vais pas prendre votre argent pour ça, je vous remercie, madame. Elle se met à pleurer. Je la regarde, je dis, mais pourquoi vous pleurez? Là, elle me dit, c'est la première fois qu'il y a un jeune homme qui vient chez elle et qui prend pas l'argent. En général, les jeunes hommes, ils viennent, ils prennent l'argent. Certains volent des objets. Moi, je suis resté toute la soirée, on a passé un bon moment, on a rigolé. Et je prends pas son argent. Elle est perdue un peu, quoi. Et ça le fait que son armure, elle se baisse. Et elle pleure. Je me mets un peu mal à l'aise, je la prends dans mes bras, je fais, ça va, vous allez bien? Elle me regarde, elle me fait, j'avoue que c'est un peu dur. T'es super gentil et tu me fais penser à mon petit-fils. Je fais, waouh. Fait, ouais, en fait, mes enfants, je les ai pas vus depuis des années. J'ai 2 fils, j'ai toujours privilégié mon argent et ma carrière. Et ça fait que mes 2 enfants veulent plus me voir et mes petits-fils, mes petits-enfants, je les ai jamais vus depuis des années. Je fais, waouh, c'est dur. Et elle me dit, elle est comme ça et tout. Elle me fait, franchement, si t'as besoin de quelque chose, dis-moi, n'hésite pas. Et là, je lui dis, vous cherchez pas un sous-locataire? S'il y a moyen de gratter un truc, on gratte, hein? Je suis resté quelques temps là-bas. Tout ce que je vous raconte dans ce spectacle est vrai. Tout. Elle s'appelle Brigitte, j'espère qu'elle va bien. C'est pas Brigitte Macron. Mais c'est un peu le même profil. Clairement, c'est un peu le même profil. Une vieille dame qui aime les jeunes, c'est un peu le même profil. J'écris ce spectacle. Et je me dis, putain, ça me fait du bien. Franchement, en fait, je me rends compte que quand t'es humoriste, il y a une théorie dans l'humour qui dit que drame plus temps égale comédie. C'est-à-dire qu'en fait, tu galères. J'ai galéré avec l'argent. J'ai fait des trucs un peu particuliers. C'est dur à ce moment-là, mais tu laisses le temps passer, et tu arrives à le transformer en comédie. Et c'est ça, ce spectacle. J'écris mon spectacle et je me rends compte de 2-3 choses. La première des choses, c'est que je fais pas ce métier pour l'argent. J'ai écrit un spectacle sur l'argent et je me suis rendu compte, à chaque ligne, chaque vanne, que je fais pas ça pour l'argent. Et à un moment, je me dis, il faut que je dise au public dans ce cas-là pourquoi je fais ça. J'aime trop être honnête avec le public. Et je réfléchis, je me dis, certes, tu as écrit un spectacle qui s'appelle Une histoire d'argent, tu fais ça pas ça pour l'argent. Dans ce cas-là, pourquoi tu fais ça? En fait, je me suis rendu compte d'un truc. J'ai écrit des textes depuis petit pour donner de l'émotion. Et je continuerai jusqu'au bout, car c'est ma seule et unique résolution. J'ai compris que c'était le but de mon passage sur Terre, quand j'ai vu que l'amour était devenu un mystère. Je ressens de l'amour pour chaque être de ce monde, comme si on était tous connectés depuis notre première seconde. Si ça paraît utopique, c'est qu'on n'a pas essayé. On est sur Terre pour aimer, pas pour s'exterminer. J'ai vu des enfants sourire sans même savoir pourquoi. J'ai vu des adultes trahir juste pour devenir roi. J'ai vu des pop stars mourir, tomber en dépression. J'ai vu des peuples se haïr sans se rappeler de la raison. Je connais pas mon avenir et je veux oublier mon passé. J'ai juste en sorte que mon présent honore ma destinée. J'ai d'une ville et d'un pays où je vois la misère tous les jours. J'espère que le chronomètre de l'espoir a commencé son compte à rebours. Parfois je fais du stand-up, parfois j'écris des chansons. On me demande de choisir, je comprends même pas la question. Quand j'étais petit, ma mère me disait, fils, tu sais, la vie, elle n'est pas compliquée. C'est nous, les humains, qui nous la compliquons. Je vous balance ce texte sans pression parce qu'il vient de mon cœur. Sur Terre pour impacter et trouver mon âme sœur. J'ai un faible pour les blancs, mais j'aime aussi les bruns. J'avoue, je suis romantique, j'aime écrire sous la lune. J'en ai rien à faire de la thune. J'ai grandi sans oseille. Tout ce qui compte au fond de moi, c'est que ma mère trouve sommeil. Donc oui, forcément, j'ai grandi. Oui, forcément, j'ai moins de potes. Mais les vrais sont restés. Ils sont mes antidotes. Public, ce soir, je souhaite à toutes et à tous Carpe diem, machallah, namasté et autres messages positifs. Cette vie est belle, insensée, mais qu'est-ce qu'elle est jouissive. Ce qui m'attend demain, j'en ai aucune idée. Et c'est tellement incertain que je préfère pas y penser. Bienvenue dans mon monde qui peut sembler bordélique. Certains vous diront qu'il est triste, d'autres qu'il est poétique. Et avant de partir, je vais vous donner mon secret pour être toujours heureux. Je prends les gens comme ils sont, parce que je suis pas mieux qu'eux. Merci à tous.
Attendez. Vous êtes un peu trop sympa. Ça me donne envie de vous donner un truc en plus. Bon, j'ai écrit un spectacle sur la thune. Je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'on peut avoir une belle vie sans avoir des masses d'argent. Il faut trouver la bonne manière. Déjà, je pense qu'il y a un truc qu'il faudrait qu'on fasse, l'être humain. Il faudrait qu'on limite les fortunes. Je vous jure, j'y ai pensé. 50 millions max. 50 millions, 10 maisons, 30 paires de chaussures. Si t'aimes les crocs, 3 paires de chaussures. Allez, les gens, ils aiment trop mettre des crocs, c'est trop moche ces chaussures, putain. En fait, je vous jure, j'y ai pensé. Pour une raison très simple, c'est que l'être humain ne sait pas gérer l'excès. On ne sait pas gérer quand il y a trop. On fait n'importe quoi. Vous avez déjà demandé dans un restaurant à volonté? On est des animaux là-bas, hein? On est comme ça. Il reste combien de temps? Ok. Il faut que je rentabilise. Ça fait 1500 bouchées que t'es rentable. Arrête de manger. Et à la fin du repas, t'es comme ça. Oh, je crois que j'ai trop mangé, j'arrive plus à marcher. Tu viens de manger ton poids en viande, connard. C'est ça le problème, en fait. Faut nous mettre des limites, je vous jure. On sait pas, sinon se contrôler. Faut faire un découvert inversé, même. Si tu fais 50 millions, tu crées un découvert. Si tu dépasses 50 millions, tu retombes à zéro. Comme le molki, tu verras. Personne va dépasser. On fait n'importe quoi, sinon. Bon, on sera pas millionnaire. Il y a de très faibles chances. Encore moins milliardaire. Mais on est sur une jolie planète. On peut avoir une belle vie quand même. Comment on peut faire? J'ai pas eu beaucoup de thunes dans ma vie. Mais j'ai quand même, grâce à Dieu, eu une belle vie. Et je me suis dit que c'est quoi le point commun? J'ai regardé un peu les gens autour de moi qui ont une jolie vie, qui sont globalement souriants. J'ai trouvé un point commun. C'est ceux qui ont retrouvé l'état d'esprit du troc. Pas le troc, l'état d'esprit. L'utilité aux autres. Le service, il y a des gens qui rendent des services, qui obtiennent des choses qu'ils n'auraient jamais pu s'acheter. Le service rendu a la même valeur que l'argent. Si tu me prêtes 100 €, moralement, en tant qu'être humain, je me sens obligé de te les rendre. Il y a une dette qui va se créer, c'est humain. Mais si tu me rends un service, moralement, il y a la même dette qui va se créer en fait. Je te rendrai ton service quand on aura besoin. L'être humain, il fonctionne de cette manière-là. Et on a fait ça pendant l'essentiel du temps. Et en plus, en rendant plein de services, tu peux avoir accès à plein de trucs. Le service, c'est comme les intérêts à la banque. C'est comme les intérêts à la banque. Quand tu l'attends, les intérêts, ils prennent de la valeur, Un service, quand tu attends avant de nous demander en retour, il prend beaucoup de valeur aussi. Les phrases qui commencent par « tu te souviens quand j'étais... » Il est vénère le service derrière en général. Il est vénère. Tu te retrouves à 8h du matin à porter des canapés, t'avais pas envie de faire ça. Il est vénère. Ils ont juste attendu le bon moment, il a pris de la valeur. Ça coûte un déménageur. Ils ont juste rendu service. Le service, c'est ça. Je vais donner quelques exemples. Parce que ça paraît un peu utopique. Il y a quelques années, je suis avec mon ex. Elle commande Uber Eats. Elle commande un livreur Uber Eats. Et le livreur, elle arrive en bas. Moi, j'ai savoir que j'étais livreur à vélo pendant un moment, parce qu'au début de carrière d'humoriste, c'était compliqué. Donc j'étais livreur à vélo. Le livreur, elle arrive, et je vois, il est en sueur, il est pas bien. Je le regarde, je fais, ça va, mec? Il me fait, ouais, ça va. Sauf que je suis un ancien livreur, je sens qu'il va pas bien. Je suis beaucoup trop. Je fais, qu'est-ce que t'as? Il fait, j'ai crevé ma roue de vélo, ça fait 3 courses que je fais avec la roue crevée, j'ai rien pour réparer. Je dis, putain, c'est dur. Et là, je lui dis, mec, si tu veux, j'ai ce qu'il faut pour réparer, j'ai rustine, pompe, si tu veux, je peux t'aider. Il me fait, tu peux faire ça? Je fais, ouais, pas de souci. Je monte chez moi, je récupère ce qu'il faut, on répare sa roue ensemble. Et avant de partir, il me dit, mec, donne-moi ton numéro de téléphone. Je dis, pourquoi? Il fait, on sait jamais la vie et tout, tu m'as rendu un service, on sait jamais la vie. Je lui donne mon numéro de téléphone, c'était il y a quelques années. Novembre 2020, confiné, tout seul, pas de spectacle, je suis en galère de thunes. Je reçois un message sur WhatsApp de ce gars-là. Il fait, salut mec, c'est le livreur Uber Eats. Là, j'ai un code qui permet d'acheter sur Uber Eats pendant 1 mois gratuitement. Je te l'offre, fais-en bon usage. J'étais en galère de thunes, il est tombé au moment où je m'y attendais pas du tout ce message. J'ai putain, ouf quoi. J'avais juste rendu service à la base. Je joue mon deuxième spectacle qui s'appelait Amour, il y a quelques temps. Et je demande dans la salle s'il y a des gens célibataires. Il y a un mec qui lève la main, Étienne. Il y a une meuf qui lève la main, Juliette. Ils sont à peu près à votre place là tous les deux. Il lève la main, je vois un coup de foudre. Il se regarde, il fait... Étienne est comme ça. Avec sa bouche là. Je sens qu'il y a un truc qui se passe entre les deux. Ils regardent le spectacle, ils font leur vie et tout. À la fin du spectacle, ils vont boire un verre ensemble. 2 ans plus tard, ils sont mariés. Je vous raconte vrai. Ils se marient. Je reçois un DM de Étienne sur Instagram. Salut mec, je suis Étienne et j'ai rencontré ma femme, ma future femme, à ton mariage. J'aimerais bien que tu viennes à notre mariage. Tu nous as porté chance. Là, je me dis,
Étienne, Juliette, mariage de blanc, Bénédicte, j'y vais direct. J'y vais direct. Je vais à leur mariage. C'est incroyable, ils sont trop beaux, trop mignons. Je suis trop content d'avoir pu participer à ça. Je suis là, je suis calé avec Étienne, on regarde le mariage et tout, il y a sa femme qui danse, ses potes qui sont là. Et à un moment, il est là, il a les larmes aux yeux, il me regarde, il me fait, mec, tu te rends compte que ce moment, c'est grâce à toi. J'ai une dette à vie envers toi. Étienne, il est médecin, il va me soigner jusqu'à ce que je crève. Il va me soigner jusqu'à ce que je crève. Vous avez Doctolib, j'ai Étienne et il est plus libre du tout. Plus du tout. À la base, j'ai juste rendu service, moi. Rendez les services, je vous jure, on se rend même pas compte de la valeur des choses. Étienne, il m'a fait au moins 15 ordonnances, on se rend même pas compte. Bon, bah, j'ai juste rendu service. Je vais même être honnête avec vous. J'ai été vraiment honnête avec vous. Là, je suis à Marseille, c'est la dernière date de ce spectacle. Vous avez décidé individuellement de venir voir mon spectacle. C'est incroyable ce que vous avez fait. Vous auriez pu faire 10 000 autres activités. Vous avez choisi de venir voir mon spectacle. Ce qui me permet d'avoir un public. Ça me permet aujourd'hui de vivre de ce métier. Si je dois vraiment être honnête, c'est moi qui vous en dois une. Merci à tous. Wow.